c'est la facilité. C'est la facilité, ils ont beau, voilà. Il pleure, bah tiens ta console, il a rien à faire, je m'ennuie, tiens ta console. Je trouve que voilà, c'est la facilité, alors qu'il y a plein de choses à faire. On vivait très bien, nous, avant, sans nos écrans. Hein, moi, c'est ce que je dis à mes enfants, je leur dis, mais avant, on jouait dehors avec rien. Vous voulez dehors, vous voulez prendre les écrans, je trouve que c'est la facilité. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans... Hein, on est d'accord, hein, mais voilà. Et si on vivait dans un monde sans écran ? Et si demain, tous les écrans disparaissaient ? Fini les télés, les tablettes, les ordinateurs et les smartphones. Ce serait peut-être apaisant, marrant ou alors complètement flippant. Peut-on vivre sans écran ? Pas sûr. Peu importe notre âge, on en consomme au quotidien, le matin, le midi, le soir, la nuit parfois, pour le meilleur et pour le pire. Ce serait pas mal d'appuyer sur pause, de se déconnecter, de divaguer. Faut-il espérer un monde sans écran ? Pas forcément. Faut-il continuer, quoi qu'il arrive, à imaginer l'impossible, continuer à rêver ? Sans doute. Les écrans ouvrent une porte vers un monde des possibles. Formidables outils pour communiquer, se connecter les uns les autres, ces interfaces peuvent aussi avoir des effets néfastes. S'y exposer trop longtemps, et surtout trop tôt, c'est avéré, c'est un danger. Les parents, les enfants, les écrans est un podcast qui se fait l'écho d'une action menée par la ville de Talent et son centre social La Turbine. La Turbine mobilise des parents, les invite à une pièce de théâtre forum, organise des ateliers pour sensibiliser autour de la surexposition aux écrans. Ensemble, ces parents vont réfléchir, échanger et aussi produire, vous l'entendrez, un petit spot pour alerter sur le potentiel danger de ces écrans qui nous fascinent tant. Moi, je vais me présenter, je m'appelle Cécile. Je travaille dans une compagnie de théâtre qui s'appelle les Comédiens Associés. Et on fait ce qu'on appelle du théâtre interactif. Il y a un point qui est indispensable. Ça va être savoir ce que vous pensez. Madame ? Eh oui. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord, eh bien, il faudra nous dire, car sans vous ce soir, rien n'est possible. Voici Clémentine. Merci. Mathieu. Bonsoir. Et vraiment, merci beaucoup pour vos applaudissements. Pardon, excusez-moi, madame, je n'ai pas là. Excusez-moi, je suis gênée. Excusez-moi, c'est gênant. Pardon, excusez-moi, j'allais dire je ne fais que passer, mais non, je reste. Bonjour, monsieur, vous vous appelez ? Gabriel. Bonjour, Gabriel. Enchantée, moi, c'est Cécile. Gabriel, rien qu'à vous regarder, Gabriel, je devine que vous savez communiquer. Oui, il y a un vrai sujet de citoyenneté sur la maîtrise de l'information, la gestion de son temps et le libre arbitre. Du coup, au final, c'est ça aussi, parce qu'il y a un effet un risque de passivité face aux images et aux informations qui arrivent, qui sont automatiquement sélectionnées, adaptées, et à un moment où on est dans quelque chose qui arrive où il n'y a pas forcément de contre-communication. Donc oui, c'est politique par rapport à cet aspect-là, quoi. Donc je suis Xavier Rollo, je suis directeur du centre socioculturel La Turbine pour la ville de Talent. À la base, l'intitulé de l'action, c'était la lutte contre la surexposition des enfants aux écrans. Donc après, pourquoi le podcast et pourquoi le théâtre ? Simplement parce que collectivement, on est arrivé à la conclusion qu'on voulait faire quelque chose qui soit vivant, attractif pour les familles, qui ne soit pas trop moralisateur, et puis quelque chose qui aille, au début l'idée c'est qu'il aille au plus près des gens, c'est-à-dire qu'il les fasse participer, qu'il aille plus près d'eux. Après moi je passe la main aux collègues comme le service famille, la conseillère numérique, qui après construisent le projet, vont un peu plus dans le détail, et qu'on avait vraiment comme fil conducteur le côté aussi créer une relation avec les familles sur cette thématique-là, et être sur un événement qui va amener une suite, c'est-à-dire qu'il va créer une relation, des rendez-vous avec les familles. Et l'idée, c'est de pouvoir être en lien avec les familles pendant plusieurs mois
pour pouvoir aussi les questionner plusieurs mois après sur où elles en étaient entre la fin du projet et le début du projet, et est-ce que nous, on pouvait dire que notre action avait eu un impact sur leur façon de gérer les écrans, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre mission, c'est d'être à l'écoute et, on va dire, en veille sur les besoins des habitants. Il y a ce qu'on entend dans les retours d'expérience des collègues avec qui on travaille, qui disent, voilà, moi j'ai rencontré telle famille, ou les jeunes qu'on accueille qui parlent des écrans, donc on a ces remontées de terrain là aussi. Puis après, il y a l'expérience personnelle qui fait qu'à un moment, on se rend compte aussi que la façon dont moi je peux être impacté par les écrans personnellement et dans ma vie familiale, dans mon entourage, ça me renforce dans le fait que c'est à nouveau pas neutre, et être accompagné dessus, en tout cas avoir une réflexion là-dessus, c'est nécessaire. Et voilà, c'est le cumul un petit peu de tout ça qui fait que ça me paraît important d'aller sur ce sujet-là, quoi. Michel Desmurger, bonjour. Bonjour. Alors, que disent les études sur le volume horaire, le temps passé par les enfants avant 3 ans, entre 3 et 6 ans et au-delà? Le temps passé devant les écrans, quels qu'ils soient, ordinateur, smartphone, tablette, télévision. On s'aperçoit que ce temps, il n'est pas excessif, il est hors norme, il est complètement extravagant. Sur des enfants de 3 ans, 4 ans, on est quasiment à 3 heures par jour. 3 heures par jour 3 d'écran. heures par jour d'écran, oui, tous écrans confondus. Et puis quand on monte sur des enfants de 8-10 ans, on passe quasiment à 5 heures. Et puis sur les ados, mais là ça devient surréaliste, puisqu'on est à entre 6h30 et 6h45 d'utilisation d'écran par jour. Donc on voit bien que ces usages, on ne peut plus parler d'excès, on peut parler que d'extravagance. Après l'ère du cartable, voici celle du portable. Consommateurs habitués aux jeux en 3 dimensions et à leur rythme frénétique, ces enfants auront-ils encore la patience de se plonger dans une BD traditionnelle? Un enfant, quand il est rivé sur un jeu vidéo, par exemple, il semble être attentif. Mais il est attentif à quelque chose qui est extrêmement mobile. Ça n'est pas le même type d'attention que l'on va lui demander à l'école. L'attention qu'on demande à l'école, c'est une attention profonde, persistante. Ce déficit de cette forme d'attention, elle est assez claire chez les utilisateurs précoces et importants d'écran. Et donc, elle va, vous comprenez, limiter les questions de l'apprentissage à l'école. Je m'appelle Jean-Michel Pinois, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Par ailleurs, addictologue, et à ce double titre, je peux m'intéresser à la question des écrans. On voit bien que la consommation d'écran va avoir un impact sur le langage et particulièrement sur le stock lexical de l'enfant, très net. Et ça ne fait aucun doute. On va constater des choses sur l'agressivité, assez claires. On va aussi observer des enfants qui ont une moindre compétence psychomotrice et une moindre compétence psychomotrice fine en particulier. Vous voyez ? Donc ce sont des éléments de constatation. Il y a un impact négatif des écrans sur le développement de l'enfant. On a pu définir ce qu'on appelle le syndrome d'exposition précoce et excessive aux écrans, qu'on peut appeler EP, si vous voulez, EPEE. Lorsqu'il y a cette captation visuelle qu'on a et qu'on a moins de 3-4 ans, ça va forcément se faire au détriment d'un certain nombre de choses, au détriment d'autres explorations sensorielles, mais au-delà de ça, il y a aussi le toucher, il y a toutes les expériences que peut faire le fait de goûter, le fait d'avoir des activités manuelles, voilà. Eh bien, quand il est face à son écran, ça va se faire au détriment de cela. Ça va se faire au détriment d'une deuxième chose, que sont les interactions sociales, et en premier lieu, les interactions avec ses parents. Si on est dans la situation où un enfant qui, très jeune, a manqué de quelque chose, il a été nourri aux écrans, mais il a manqué quelque chose, et bien quand il va être plus grand, ce qui lui manque, ça lui manque. Et donc, il aura beaucoup moins de curiosité. Alors, curiosité intellectuelle, curiosité manuelle, curiosité des sensations, des choses nouvelles, etc., etc.
Combien de temps estimez-vous, vous, en tant qu'adulte, passer sur les écrans par jour? Je dirais facile 2 heures, 2-3 heures. Ouais. Non, je passe pas beaucoup de temps. Je regarde mes messages, mes mails. Après, c'est vraiment le soir, moi, quand je suis posée, quoi, quand tout le monde est couché. Alors moi, je regarde 20 minutes le matin, les infos vite fait. Entre midi et 2, je regarde pas. Et le soir, à partir de 19h30 des fois, puis je regarde en soirée sur la télé. Et sur mon téléphone, je le consulte comme ça rapidement. Je me pose dans mon lit et puis je regarde des fois des vidéos ou les réseaux sociaux. Si j'ai rien à faire, Kylian il est à l'école, Védis il dort, j'ai rien à faire, j'utilise les téléphones. C'est 5 minutes par-ci par-là, donc c'est difficile de moi, je dirais donner sur la durée, journée, peut-être une demi-heure sur la journée, je pense. Mais les enfants sont quand même très attirés par l'outil, par l'image, par le... Je sais pas, tout ce que ça leur... Et c'est là où je coince un peu au niveau de la réflexion, c'est comment l'ado ne sort pas de sa bulle, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant captivé par tout un tas de trucs qui n'a la plupart du temps aucun intérêt en fait. Et ouais. Donc là, moi, c'est là ça me pose question. Parce qu'arriver à l'adolescence après, c'est là où je me dis comment ça va se passer. Ouais, c'est ça. Sur la question des écrans, il est un fait établi que le bébé, dès son plus jeune âge, peut être victime de cette fascination parce que naturellement, le regard de l'enfant est attiré par les objets qui sont en mouvement. Ça, c'est une donnée physiologique, ce qui lui permet de se développer. Jean-Michel Pinois, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et addictologue. Ah bah, ça perdure. Regardez même des jeux vidéo qui sont proposés à des adolescents. On a quelque chose d'extrêmement mobile et que l'adolescent qui, pour lui, contrairement au bébé, peut avoir une action sur le jeu vidéo, il peut le faire bouger. Il peut avoir un jeu où il va changer d'espace, où il va changer de personnage, où il va changer d'arme, de voiture, de ce que vous voulez. Et on voit bien que ces enfants qui ont des difficultés avec les écrans, ils reproduisent aussi cette labilité et ce mouvement. Non seulement il est proposé, mais il est aussi possible, et c'est fait pour ça, que l'adolescent, par exemple, puisse lui-même créer ce mouvement qui va en retour le fasciner. Je regarde YouTube, je joue au jeu, je parle avec mes amis sur Snap et puis SMS. C'est une application que je peux envoyer des photos avec des filtres et des messages. Parce que moi j'aime bien regarder la télé, ça me fait du bien après que j'ai mangé ou quand je reviens de quelque part et que j'en peux plus. Je regarde tout le temps la télé, Spider-Man et Sonic et Pas de Patrouille. Et après j'éteins la télé, je joue au Playmobil avec ma sœur. Dans plein de situations au quotidien, c'est difficile d'éviter les écrans. Je vois dès le matin au réveil, mon téléphone, mon smartphone en tout cas, et mon réveil. Je suis Lauriane Bell, conseillère numérique de la ville de Talent. Le smartphone aujourd'hui, c'est plus uniquement... On parle de téléphone, mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le terme smartphone, c'est-à-dire que le smartphone n'est pas uniquement un téléphone. C'est un ordinateur dans la poche qui remplace effectivement, comme je disais, à la fois le réveil, le minuteur pour le temps de cuisson des pâtes, et plein d'autres outils, l'appareil photo, la vidéo. Donc on remplace là aussi l'appareil photo numérique et le caméscope de l'époque qu'on a toujours sous la main pour pouvoir saisir le moindre moment. Le GPS qu'on utilise aussi beaucoup dans la voiture, la prise de notes. Tout ce qui est carte de fidélité maintenant peuvent être aussi rentrés sur le téléphone. Donc le smartphone, c'est plus simplement le téléphone, c'est effectivement le remplacement de plein d'éléments essentiels que nos parents, voire nos grands-parents avaient
avaient physiquement chez eux que nous, on a dans notre poche tout au long de la journée. Je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience de la place des écrans que nous, en tant qu'adultes, ces écrans peuvent prendre comme place dans nos vies, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la tablette. Il faut déjà prendre conscience de sa consommation et pas en avoir honte, en tout cas, pour pouvoir ensuite agir auprès des plus jeunes. Sans interdire aux enfants, c'est leur expliquer aussi pourquoi, à certains moments, un adulte, lui, va l'utiliser et pourquoi l'enfant, lui, ne l'utilisera pas, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, mais comme chaque individu ne va pas avoir le même besoin, chaque outil numérique est propre à son propriétaire. Tu dis, Nina, si tu... Là, il faut bien touiller. Tu prends bien, avec toute ta main, voilà, et tu touilles, et tu touilles, et tu touilles. Alors, vous voyez, ça commence à accrocher un petit peu. Donc, c'est là, il faut bien touiller, faire des grands mouvements. Voilà. Maïzena et bicarbonate. Dose de maïzena, deux doses de bicarbonate et une dose de froid. Là, je pense qu'on peut l'enlever du feu. Voilà, on va éteindre. Voilà. Et après, on va laisser refroidir un petit peu. Voilà. Peut-être je peux vous aider à décoller les bords. Là, elle est très bien. Elle est un petit peu là. Tu ouvres ça et après... une fleur. Mais oui, un lapin d'Arisou. Ah bah oui. Le fameux lapin de Pâques. Oui. Alors, déjà, je vais trop faire un lapin. Wow. C'est un tigre, moi. Viens voir. Là, voilà, moi j'ai fait un œuf de Pâques. Un œuf. Là, ça sent, hein? Ouais. Ça sent le sang. Vous pouvez commencer. Le jeu, on sait que c'est un support qui est rassembleur, qui est facile d'accès. C'est-à-dire qu'il y a plein de sortes de jeux et les collègues savent faire et savent choisir des jeux pour mettre les gens en mouvement. Et on sait que quand les gens sont en mouvement, ils s'intègrent plus, ils communiquent plus facilement, ça facilite les échanges. On va dire que c'est un facilitateur, quoi. Et après, il est là pour aider à dédier la parole. Et après, de la parole, on est capable d'amener un sujet de discussion sérieux, entre guillemets, et de pouvoir amener les gens à s'exprimer dessus et qui sentent qu'on est juste dans des phases où on recherche juste à faciliter l'expression des gens et pas à juger ce qu'ils vont dire ou s'ils font bien ou pas bien. On est juste dans un échange et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, quoi. Xavier Rollo, directeur de la Turbine, centre culturel de la ville de Thalan. Si on veut maîtriser les choses, il faut les connaître, il faut se les approprier et il faut pouvoir se former. Mais du coup, l'éducation populaire, c'est d'amener les gens à se doter d'informations d'informations et de connaissances qui vont leur permettre eux de mener une réflexion et de se faire un avis sur les écrans, sur la façon dont ils vont les utiliser. Et l'éducation populaire, c'est aussi faire en sorte que cette émulation, cette formation, elle se fasse avec les habitants. Et c'est considéré que les personnes qui viennent participer au projet, elles viennent pas, c'est pas des pages blanches, quoi. C'est des gens qui ont leur propre expérience, ils ont vécu quelque chose et on n'est pas là pour leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est bien ou pas bien, quoi. Ils l'ont fait pour plein de raisons et après, c'est à eux de faire leur chemin par rapport à ça, quoi. On va commencer un bout de dessin. Tu commences quelque chose. Le but, c'est de le faire un petit peu dépasser. Exemple, moi, je vais faire, par exemple, un arbre. Je fais mon arbre. On replie, mais on laisse quand même un petit bout dépasser. Ah. Comme ça, en fait, celui qui passe après reprend exactement là où l'autre a terminé pour refaire un autre bout de dessin. Mais on laisse toujours un petit bout dépasser parce que sinon, on ne saura pas où recommencer. Il y a des moments où il n'y a pas que d'écran à faire, on les fait sortir un petit peu on fait une marche dans la forêt, aujourd'hui on va aller voir les animaux, ils sont juste là, pas loin de nous. Ça, d'un côté, ça aère les esprits, d'un côté, ça change. Il y a pas tout le monde, il y a que les parents qui ont leur portable. C'est normal. Voilà. Après, les enfants, ils sont déconnectés de. Après, il n'y a pas que ça. Il y a les centres de loisirs. Il y a beaucoup de choses. Des activités, des balades, créer une petite chasse au trésor, donner de l'intérêt à la balade, même si l'enfant est réticent, trouver entre guillemets une carotte au bout, mais voilà, lui donner le goût à sortir et à participer, puis faire avec, quoi, les jeux de société. Enfin, proposer de faire les choses avec, pas lui dire lâche ton écran, fais ça, le faire avec lui. Après, on va choisir tous ensemble par quoi on commence.
Est-ce que vous voulez commencer par un animal, vous voulez commencer qu'on ait quelque chose de commun tous ensemble? Allez, et ben on commence par un animal. Ok. L'animal. La culture numérique ne doit pas effacer d'autres supports ou d'autres modes d'expression. Avec le numérique, on rentre dans des habitudes, en fait. C'est un peu comme un fumeur qui rentre dans une habitude de fumer une cigarette. L'écran, c'est un petit peu ça. C'est que dès qu'on a un moment de libre, pouf, on prend son écran pour s'occuper, ou juste pour avoir une contenance ou choses comme ça. Souvent, c'est un petit peu ça. On est tous un petit peu pareil. Et donc, juste de se dire, attention, là, tu commences à te connecter, ça fait plus d'une demi-heure que tu y es. Allez, passe à autre chose. Je m'appelle Séverine Cordier, je suis chargée de l'éducation artistique et culturelle à la ville de Talent. L'écran, effectivement, est omniprésent au niveau de la culture, mais on ne pense pas forcément justement que c'est une pratique culturelle en soi. C'est évidemment la recherche d'informations et de contenu sur les réseaux sociaux pour la lecture numérique notamment. La lecture se fait aussi beaucoup sur téléphone, par exemple dans les transports en commun, etc. Et on sent justement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, etc., des jeunes gens, par exemple, qui redécouvrent le tricot, la couture, voilà, des choses comme ça. Et on peut tout à fait s'exprimer dans ces disciplines-là. Et ça aussi, ça peut être de la culture ou des cultures qu'on peut retravailler ensemble, puisque la culture, faut pas oublier, c'est aussi être ensemble, c'est aussi partager les choses, c'est aussi... Parce que la culture n'existe pas si on ne peut pas la montrer, si on ne peut pas montrer ce qu'on crée concrètement. Et donc l'intérêt aussi, c'est de développer tout cet aspect communication entre humains, l'aspect partage, l'aspect sociabilisation, l'aspect... Voilà. Donc il ne faut pas oublier, j'ai envie de dire, la culture, comme on pourrait le dire, peut-être un peu plus traditionnelle et un peu plus historique, mais qui du coup crée autant de liens. Si on n'a pas d'idée, on peut trouver une idée sur son écran, si on a envie. Google, quand vous lui tapez comment je pourrais m'occuper pendant 3 heures avec mes enfants, il va vous proposer de suite 3 petites idées sympas, peut-être cuisiner avec eux. Deuxième chose, vous lire une histoire. Ça peut être les parents qui lisent l'histoire, mais ça peut être les enfants qui lisent des histoires aux parents aussi. Justement, c'est source de discussion après, de complicité, de choses comme ça. Juste aller se balader 5 minutes. On retrouve une activité physique, on retrouve cette notion de se mettre en mouvement. Et vous verrez en plus qu'au-delà des 5 minutes de marche, souvent il y a plein d'idées qui vont venir, parce que la marche fait qu'on est plus créatif après. Donc la créativité fera que vous trouverez d'autres idées, et hop, ça va s'enclencher tout seul. Donc vous allez réaliser un podcast. Le but, c'est de faire un spot de prévention contre la surconsommation des écrans. Vous êtes parents et vous allez vous adresser aux autres parents. Écrire et enregistrer ce qui vous semble important à transmettre. C'est à vous de choisir le contenu, et si vous le souhaitez, faire participer vos enfants, ça peut être sympa. Coucou chérie, comment s'est passée ta journée ? Bien. Je rentre du travail, j'ai eu une dure journée. Prends mon téléphone si tu veux, je vais me reposer. Non papa, c'est avec toi que je vais être, pas ton téléphone. Ah oui, tu as raison. On va faire quelque chose ensemble. Je me reposerai plus tard. Ouais. Ne vous faites pas avoir, les écrans, ça rend accro et ça met à cran. Maman, tu es tout le temps devant les écrans. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant ? Viens plutôt jouer avec moi, s'il te plaît. Allez, viens. Ne vous faites pas avoir, les écrans, ça rend accro et ça met à cran. Maman, je trouve que tu regardes trop le foot. Je t'ai déjà proposé de voir un match avec moi, mais tu ne veux pas. C'est pas ma faute si t'aimes pas le foot. Ne vous faites pas avoir, les écrans, ça rend accro et ça met à cran. Nicole, viens, on regarde un film. Oui, maman, mais après manger. Viens jouer avec moi, papa. Joue tous ensemble, c'est mieux. Ne vous faites pas avoir, les écrans, ça rend accro et ça met à cran. Maman, on peut mettre une télé dans ma chambre ? Je ne préfère pas, chérie. Par contre, si tu veux, on se regarde un film quand tu as fini tes devoirs. Oui, je veux bien. Et je peux choisir le film ? Si tu veux. Ne vous faites pas avoir, les écrans, ça rend accro et ça met à cran.
est-ce que ces objets numériques qui nous entourent, et notamment donc ces smartphones, puisque c'est quand même comme ça maintenant qu'on accède le plus majoritairement au numérique, est-ce qu'ils peuvent devenir des objets, des médias, oui, d'apprentissage et de savoir ? Je suis Ariane Picard, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information communication à l'Université de Bourgogne. Je suis donc enseignante-chercheur en sciences de l'information communication. Les usages numériques doivent être accompagnés. Ils doivent être accompagnés à toutes les échelles, à tous les stades de la vie et à tous les niveaux. Ils doivent être accompagnés à l'école et ils doivent être accompagnés en dehors de l'école par différents acteurs. Mais les parents ne peuvent pas se dédouaner et considérer que ce n'est pas leur rôle que d'apprendre à leurs enfants à utiliser à bon escient ces outils. Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'objets numériques qui font partie de notre quotidien. Il faut essayer probablement d'aller vers un usage qui soit à la fois responsable et vertueux, mais vertueux dans le sens pas de la vertu au sens premier du terme, mais dans le sens d'un cercle vertueux, vous voyez, au lieu à l'inverse d'un cercle vicieux, quoi. Quelque chose qui va véritablement permettre de développer de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, d'entrer en communication de manière plus facile. C'est la façon dont l'utilisateur va s'emparer de l'objet qui va permettre potentiellement une émancipation, une prise de parole, une autonomie. Tout citoyen, par le biais des réseaux sociaux numériques, peut avoir l'idée qu'il est légitime et il peut lui aussi s'exprimer. Et le pouvoir n'est plus aux seules mains de sachants estampillés, autoproclamés ou même légitimés, quoi. L'autorité, désormais, l'expertise peut désormais se diffuser de manière plus large. Un monde sans écran, dans l'idéal, mon idéal, j'aimerais que ce soit possible, que on soit dans quelque chose de, des fois, peut-être un petit peu plus réel et plus au contact les uns des autres, moins à travers tout ce qui est numérique. Et en même temps, mon poste n'existerait pas sans écran, donc je ne peux pas non plus totalement être négative sur ces outils-là, sachant que je les utilise énormément pour communiquer, pour apprendre des choses, pour me cultiver, pour me divertir, pour garder du lien avec mes proches, pour organiser ma vie sociale aussi, pour travailler. Donc un monde sans écran, là actuellement, j'ai du mal à l'imaginer, mais avec moins d'écran et en l'utilisant peut-être un petit peu mieux, oui. L'arrêt brutal des écrans, ça serait un tsunami. Enfin, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Donc, c'est pas possible. Hein. Donc, il faut vraiment éliminer cette idée-là. C'est pas possible. Donc, la suppression des écrans, y compris pour nos enfants, c'est assez illusoire. Et puis, ça peut aussi avoir un effet pervers qui est celui du décalage. Parce que s'il y a un enfant qui n'utilise pas les écrans, il va être en décalage avec l'autre et ça pourra produire un handicap plus tard, parce que de toute façon, il aura besoin d'utiliser ces écrans, il aura besoin d'utiliser Internet, il aura besoin d'utiliser un smartphone ou tout autre objet que l'on n'a pas encore inventé. Voilà. Et donc, on peut pas vivre sans. Mais non, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et comme de la même manière, une technologie nouvelle ne remplace pas les précédentes. Hein, ça fait des strates, en fait. Ça se superpose. Donc, c'est un écran qui se superpose à un écran, à un écran, à un écran, à un écran. Mais c'est pas le smartphone qui a remplacé la télévision. Et la télévision n'a elle-même pas remplacé la radio. Vous voyez, bon. Donc, non, un monde sans écran, je pense pas, honnêtement. Moi, je pense qu'un monde sans écran, ce n'est plus possible. Notre travail, c'est plutôt un monde avec les écrans. Comment ? Voilà. Les écrans captent notre attention. Il faut limiter leur utilisation, pas vivre sans. Un monde sans écran, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. L'enjeu est social, il est sociétal, politique. La discussion, c'est la solution.
pour créer de la pensée, sortir du piège tendu du repli sur soi. Parler, s'intéresser, s'ouvrir, c'est un sport à pratiquer sans relâche, matin et soir, pour la santé de notre société. Les écrans, oui, mais pas pour s'abrutir, pas pour oublier, pas pour consommer, pas pour arrêter de penser. Les écrans pour apprendre, pour se connaître, les écrans pour s'émanciper. Les parents, les enfants, les écrans, un podcast de la ville de Talent. Écriture, réalisation et montage, Aurélien Moulinet, membre du collectif Super Pistache. Composition, habillage et mixage, Anthony Bellevrat, membre du collectif Super Pistache. Voix off, Camille Foll, membre du collectif Super Pistache. Merci à l'ensemble des parents ayant participé à la réalisation de ce podcast, aux établissements scolaires, à la conseillère numérique de la ville de Talent, au service de la ville de Talent, dont le service culture et le centre socio-culturel La Turbine, à la compagnie des comédiens associés, ainsi qu'aux partenaires financeurs, la caisse d'allocation familiale et la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.